Les départements ont-ils un avenir? Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans Dimanche en politique. Nos invités, Philippe Adneau, bonjour. Vous êtes président d'Hiver Droite du conseil départemental de l'Aube. Et puis René-Paul Savary, bonjour. Vous êtes président Les Républicains du conseil départemental de la Marne. À mes côtés, Olivier Duperron. Bonjour. Vous êtes à la fois universitaire, politologue, donc vice-président de l'université Reims-Champagne-Ardenne, directeur adjoint du centre de recherche droit et territoire. Vous nous amènerez votre éclairage politique et universitaire tout au long de cette émission, Et puis, on commence par une première question, messieurs. Vous êtes tous les deux sénateurs. Vous voyez l'affaire Fillon. Est-ce que vous-même, cela vous étonne, premier point, est-ce que vous travaillez vous-même en famille? René-Paul Savary. Oui, écoutez, il n'y a rien d'étonnant. Dans les campagnes, on sait très bien qu'il y a régulièrement des affaires qui sont sorties pour choquer. Effectivement, c'est choquant par rapport à ce qui est actuellement révélé. Il n'empêche que le candidat François Fillon est un homme de conviction et on va voir justement à travers ses difficultés sa capacité à rebondir. Et je suis sûr qu'il saura rebondir parce que c'est de l'intérêt de la France que d'avoir un candidat représentant les valeurs de la droite et du centre qui soit véritablement formé pour cela. Moi, je n'ai pas fait le choix de travailler... Vous aviez soutenu Nicolas Sarkozy au premier tour de la primaire de droite, ensuite François Fillon. Sans état d'âme, François Fillon. Là, vous êtes déçu ou avec pas? un score... je ne vais pas m'arrêter aux affaires qui vont fleurir au cours de ces campagnes comme des autres campagnes. Pour travailler en famille, ça vous choque pas, Philippe Adneau? Moi, ce qui me choquerait, c'est s'il n'y avait pas réalité du travail. Mais le fait, par contre, d'avoir comme collaborateur quelqu'un de sa famille, personnellement, si la compétence est là et si le travail est fait, je ne vois pas au nom de quoi on créerait une situation tout à fait invraisemblable au niveau du droit que quelqu'un ne puisse pas utiliser des compétences qui seraient proches de lui. C'est pas mon cas, ça fait 28 ans que je suis sénateur, j'ai d'excellents collaborateurs qui sont auprès de moi depuis très longtemps et qui ne sont pas membres de ma famille, mais ça aurait très bien pu être le cas. La seule chose qui serait choquante, c'est s'il n'y a pas réalité du travail. Au département, on n'est pas tenté aussi de faire travailler ses proches? La loi le permet, donc on peut penser que certains sont tentés de travailler en famille, d'autres ne sont pas tentés en famille. On peut même se poser la question, pourquoi y en a-t-il pas plus que cela, qui font travailler les membres de leur famille? Il n'y en a pas forcément beaucoup dans ce pays-là. Personnellement, moi, je n'ai pas de membre de la famille qui travaille ni au département, ni au Sénat. D'accord. En tout cas, qui porte votre nom. Primaire de la gauche, vous, Philippe Adneau, vous étiez pas prononcé pour un candidat lors de la primaire de droite. Le principe des primaires, vous n'êtes pas pour? Le principe des primaires me dérange parce qu'il est contraire à l'esprit de la Ve République, qui est qu'il doit y avoir rencontre entre un candidat et le peuple, et que pour être élu, ce candidat doit rassembler beaucoup plus largement que son propre camp. Alors que les primaires, ça enferme quand même un petit peu dans un camp. Ceci étant, on voit bien que c'est l'apparition du Front National qui a rendu obligatoire les primaires. C'est-à-dire que la troisième force, Front National, avait le risque de faire en sorte que une des deux grandes forces traditionnelles ne soit pas présente au second tour, d'où les primaires. Alors maintenant, il y a une quatrième force qui vient d'apparaître. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, cela dit, le Front National ne fait pas de primaires pour l'instant. René-Paul Savary, les primaires. Mais sa présence et sa possibilité... Oui, j'ai bien compris. Non, tout à fait. Mais eux ne se soumettent pas au principe des primaires pour le moment. Il n'y a pas d'obligation. René-Paul Savary, les primaires, il faudrait les éviter finalement? C'est une forme moderne. Ça permet effectivement un choix pour que le candidat qui soit... le représentant des valeurs défendues et une légitimité incontournable. Ça peut être source de division. On le voit au niveau des primaires socialistes avec le résultat qu'on devinera ce soir. Mais au niveau de la droite, on a vu qu'au contraire, c'est une force de cohésion qui permettait d'avoir un candidat qui était déjà légitimé. Donc c'est un effet positif jusqu'à présent. On va voir la suite. On passe au débat. Donc, le département a-t-il un avenir? C'est notre question du jour. Petit éclairage déjà avec Olivier Duperron. La réforme NOTRe a permis l'apparition des grandes régions. Également le développement des intercommunalités. Alors, est-ce qu'il reste une place pour le département?
Alors pour les départements, on est dans une situation un petit peu d'entre-deux. Il y a une continuité puisque les départements n'ont pas été modifiés dans leur contour, dans leur structure. Mais ce qui change pour eux, c'est d'une part leur environnement, l'environnement institutionnel. Il y a effectivement ces nouvelles régions, pas partout en France. Et puis il y a les nouvelles intercommunalités, les grandes communautés qui apparaissent. Pas dans cette sous-région, mais il y a des métropoles qui émergent de plus en plus. Donc voilà, il y a la question de l'environnement. Et puis il y a la question des compétences. Les départements, comme les régions d'ailleurs, ont perdu la clause générale de compétences. Il y a une limitation, une réduction, à nuancer toutefois, on y reviendra sans doute. Mais il y a une réduction des compétences et des interventions dans une situation et un contexte de compression budgétaire. Voilà pour démarrer sur la place des départements actuellement. Alors René-Paul Savary, est-ce qu'il y a toujours une place pour le département? Alors on a vu que Reims s'agrandissait, regroupe maintenant de nombreuses communes, plus d'une centaine de communes, 144 je crois. 143 communes. Est-ce que ça justifie encore l'existence du département? Écoutez, je crois qu'il a sa légitimité pleine et entière par ses compétences. Aucune collectivité s'est précipitée pour prendre les compétences sociales, vous l'aurez remarqué. Maintenant, il y a des grandes régions. Donc la structure de proximité, c'est le département. Il y a des intercommunalités qui sont restées petites pour certaines, avec à peine 15 habitants au kilomètre carré en ce qui concerne mon département. Une plus grande, une communauté urbaine rurale, 143 communes, à peine 200 habitants au kilomètre carré, qui montre bien cette disparité qu'il faut, pour jouer la solidarité des territoires, une structure de proximité. C'est le département. Donc plus que jamais, le département a sa place dans la configuration nouvelle territoriale. Philippe Adneau, vous êtes d'accord avec cette analyse? En quoi est-ce que le département apporte plus de proximité qu'une grande interco qui regroupe la moitié des habitants? Parce que le département est une collectivité solidaire, qu'elle s'intéresse aux autres sans essayer d'exercer une suprématie. Les grandes intercommunautés sont à l'intérieur du département. Elles ne peuvent pas avoir un rapport par rapport aux autres collectivités de même nature que nous. Nous avons toutes les collectivités dans notre responsabilité, dans notre aire d'influence. Donc nous sommes neutres, nous sommes solidaires, nous sommes les interlocuteurs où on est sûr, quand on s'adresse à eux, qu'il ne va pas y avoir une volonté de tutelle ou une volonté de préférence. Et donc, je pense que nous sommes la proximité d'équilibre. Et on le voit bien, dès qu'il y a un problème à régler, qui le règle pour tout le monde, pas pour l'un ou l'autre. Mais vous voyez bien dans votre département de l'Aube, François Baroin a comme ambition d'élargir encore son intercommunalité, donc 3 Champagne Métropole, et pourquoi pas d'englober également Sens et puis Chaumont. Non, mais là, il ne s'agit pas de la même chose. Je pense que notre spécialiste institutionnel va l'expliquer. Mais vous venez de prononcer une phrase comme si François Baroin voulait étendre son agglomération. Il n'a pas comme projet d'étendre son agglomération, il a comme projet de faire un pôle métropolitain, c'est-à-dire en quelque sorte un syndicat mixte des autres intercommunalités, ce qui n'est pas du tout de même nature. Au niveau juridique. Non, mais pas seulement au niveau juridique, au niveau de la compétence. Sa volonté de faire un réseau avec Chaumont et Sens ne veut pas dire que institutionnellement, ça va être une nouvelle intercommunalité qui va rassembler tout le monde. En tout cas, à l'heure actuelle, 3 Champagne Métropole représentent la moitié du département, on peut dire? Ils représentent en population la moitié alors là encore, du département. Quelles compétences font que le département est indispensable? Eh bien, mais parce que ça ne change rien. Solidarité des hommes et des territoires, et ça, il faut bien qu'il y ait une collectivité qui l'assume. Donc on voit bien que, quelle que soit la taille du territoire, quand vous avez des missions, des vraies politiques, par exemple dans le domaine de l'enfance, dans le domaine des personnes âgées ou de l'insertion, il faut avoir une taille critique et que cette politique soit déclinable sur des territoires urbains et des territoires ruraux. Sinon, il y aurait effectivement des collectivités qui avanceraient à vitesse différente. Donc plus que jamais, le département est là. Votre question, c'est le fait qu'il y ait plus de communes, est-ce que ça change le rapport? C'est pas ça qui change le rapport. Non, c'est pas ça. La question, c'est que le fait qu'il y ait un grand regroupement de communes... Mais qu'est-ce que ça change? Puisque le périmètre... Attendez, je vais répondre à votre question. Oui, mais on peut très bien imaginer que les compétences de cette grande intercommunalité augmentent et qu'elles prennent aussi les compétences... C'est là où il nous faut de l'expertise. Les compétences des intercommunalités par rapport au département n'ont strictement pas changé.
C'est toujours le département qui va s'occuper des collèges, c'est toujours le département qui va s'occuper de la voirie départementale. Il y aura toujours une politique culturelle au sein du département. Il y aura toujours toutes les responsabilités qu'on avait avant. Il y a une chose qui change. C'est qu'avant, la compétence économique était portée par les communes. Elles l'avaient déjà. Elles ne l'ont plus. C'est l'intercommunalité qui l'a à la place de la commune. Avant, il y avait la région qui était chef de file en matière économique et il y avait le département qui pouvait s'y intéresser puisqu'il avait la clause de compétence générale. Nous avons perdu la clause de compétence générale. Et donc, nous n'avons plus le droit de faire de l'aide directe aux entreprises. C'est ça qui a changé. Mais sur le fond, dans le fonctionnement ordinaire, normal, moi, que l'agglomération, elle ait 20, 40 ou 90 communes, ça ne change strictement rien. Nous nous tournons vers Olivier Duperron, peut-être pour préciser alors les compétences réelles, au niveau juridique aussi, le pouvoir réel des départements, et puis qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette perte de la clause de compétence générale? Alors, il est vrai que les départements ont conservé beaucoup de compétences. Le département continue à intervenir dans une quinzaine de blocs de compétences qui se déclinent en plusieurs sous-compétences. On y retrouve l'action sociale, évidemment, des compétences en matière de transport, de culture, de sécurité, etc. Ce qui a disparu, en tout cas, ce qui se réduit, ce sont les possibilités d'intervention économique. Puisque là, la suppression de la clause générale de compétences et d'autres dispositions donnent vraiment la priorité à la région en partenariat avec les structures intercommunales. Mais pour revenir sur ce qui a été dit, le département aujourd'hui, il est maintenu de toute façon. Simplement, la question qui peut-être se pose, c'est celle de l'articulation du département avec les autres structures. Et là, il y a des évolutions possibles, soit dans une relation plus élaborée avec la région, ou un département qui irait plutôt en coopération avec les structures intercommunales. Là, il y a encore réflexion sur ces deux pistes. Effectivement, il y a une façon de travailler, si vous voulez. On travaille en France en silo avec plein de collectivités, etc. Maintenant, il faut travailler en collaboration. Des liens de subordination, il faut passer à des liens de collaboration dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir les relations, faire l'environnement socio-économique, même si on a perdu l'aide directe. Peu importe, il y aura toujours besoin de réseaux. Il faut bien arriver des routes, de l'électricité, du haut débit, etc. Donc, c'est le département qui sera toujours là pour faire ces réseaux. Structure de proximité, le rôle d'un département, c'est faire l'environnement socio-économique pour que la population puisse bien vivre, c'est l'action sociale, et que les territoires puissent se développer, les entreprises s'installer, c'est l'action d'aménagement du territoire. Et ces deux fondements-là, ces deux pieds-là ont été confortés dans la loi. Après, on s'organise. Les intercommunalités sont des outils pour faire ensemble ce qu'ils ne feraient pas séparément. Et nous, on travaille, on laboure, comme je dis régulièrement, les terres de nos départements en fonction des outils qui sont mis à notre disposition. Mais alors, la perte de la clause de compétence générale, comme ça, c'est un peu, c'est pas très clair pour les gens, mais c'est quand même ce qui vous permettait de faire un peu, de prendre des décisions, d'être maître d'ouvrage. Ça vous a permis, qu'est-ce que ça vous a permis de faire dans la Marne? Par exemple, les grandes écoles, faire venir des grandes écoles, faire un aéroport, Vatry, à d'autres endroits, faire des universités. Voilà, c'était le pouvoir de décision. Maintenant, on l'a perdu. C'est dommage parce que si nous n'avions pas eu ce pouvoir-là, les grandes écoles, le pôle de bioéconomie ne serait pas installé dans notre département si on n'avait pas pris les choses en main à un certain moment avec d'autres acteurs. Mais on procédera de façon différente. Ce qui est important, et c'est là que le département a sa place, c'est d'avoir une vision. C'est pour ça que moi je propose Marne 2025, d'autres ont une vision. Et c'est ce chemin qu'on doit construire avec les acteurs qu'on a sur le territoire. Et cette vision, il faut une certaine taille. Et le département est la bonne taille. C'est pas de Strasbourg qu'on va nous dire comment on doit se développer. C'est ensemble sur le territoire qu'on va voir comment on va se développer. Et Strasbourg sera notre service pour participer à cet élan général. Donc vous voyez, il y a une complémentarité d'une structure par rapport à l'autre. Philippe Adneau, quel projet avez-vous porté? Alors je sais que notamment vous avez mis en place dans l'Aube l'UTT, qui marche. Pas seulement. Oui, pas seulement, mais entre autres, j'ai dit. Vous avez mis en place l'UTT. Quels autres projets vous avez pu installer? Puis quels sont les projets que vous voudriez encore porter? Et est-ce que vous pouvez le faire? Et donc, je vais répondre d'une manière concrète à votre question. La clause de compétence générale, elle nous permettait d'être réactifs et de prendre des initiatives. Je pense qu'on pourra toujours être réactif et prendre des initiatives. Donc vous avez rappelé que nous avions été à l'origine de la création de l'université de technologie, mais pas tout seul. On l'a fait avec l'État, on l'a fait avec la région de l'époque et on l'a fait avec l'agglomération troyenne. Simplement, c'est le département qui a été maître d'ouvrage.
dans sa création, dans sa première extension et dans sa deuxième extension. Mais nous étions déjà certainement un des seuls départements de France à avoir fait ça. Les départements à l'initiative pour créer une université, mais aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Eh bien, si, figurez-vous. Parce que c'est pas... Vous voyez, c'est une conception importante à avoir présente à l'esprit. C'est pas nécessairement les réglementations administratives qui font que vous allez faire quelque chose ou pas. C'est l'initiative que vous êtes capable de porter. Alors je continue. Autour de l'université, nous avons créé une technopole. Dans cette technopole, nous avons fait venir l'école polytechnique féminine, qui a été maître d'ouvrage, financée à 1/3 par la région, 1/3 par l'agglomération, 1/3 par le département. C'est le département qui a été maître d'ouvrage. Nous allons faire venir maintenant l'école supérieure des travaux publics. Et elle va être également financée 1/3 par la région, 1/3 par le département et 1/3 par l'agglomération. Qui sera maître d'ouvrage? Et ça va se créer dans 1 an. Eh bien, c'est le département. Parce que c'est le département qui va accueillir dans ses locaux, là, maintenant, dans nos propres locaux, cette école d'ingénieurs. Et que d'ores et déjà, on s'est mis d'accord avec l'agglomération et avec la région pour que ce soit le département qui soit maître d'ouvrage. Alors, maître d'ouvrage, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vous qui allez payer le plus? Non, dans ce cas-là, je vous l'ai dit, ce sera 1/3 chacun. D'accord. Et vous avez l'argent pour le faire? Parce qu'on sait que les budgets des départements sont en baisse. Est-ce que vous avez quand même toujours l'argent pour mener de tels projets? Vous avez posé là une bonne question. Vous savez, notre remise en cause, elle pourrait être plus par les moyens budgétaires que par la réglementation. Je le rappelle, les règles qui ont été posées, elles s'adressent à des départements qui n'avaient pas tous les mêmes pratiques, pas tous les mêmes objectifs. On y reviendra peut-être sur l'économie. Si par exemple on revient sur le sujet, on pourra en parler un petit peu. Tout le monde ne pratiquait pas la même chose. Donc tout le monde ne faisait pas les mêmes choix budgétaires. Aujourd'hui, notre vraie contrainte, c'est que nous avons une augmentation de la dépense sociale qui est liée au RSA, qui est liée aux personnes âgées, qui est liée au handicap. C'est un peu plus de 10 millions d'augmentation annuelle pour nous, avec une baisse des dotations qui est de moins 14 millions annuels pour nous. Et donc, si je fais le différentiel, vous voyez bien que là où on avait avant 50 millions d'euros d'autofinancement, on n'en a plus que 20 maintenant. Mais avec 20 millions, je peux déjà encore faire beaucoup de choses. J'ai un budget de 330 millions et on peut faire beaucoup de choses. Donc après, c'est une question de choix. Nous, on avait parié sur l'enseignement supérieur et la recherche. Mais d'autres avaient parié sur des équipements comme Vatry. Comme Vatry, ici, par exemple. Alors, René-Paul Savary, vous avez parlé de Vatry, du centre de bioéconomie de Paumac. Je peux vous citer d'autres projets. Exactement. Et c'est là qu'il est important que ce soit une assemblée conduite par des élus. Parce qu'on mène une politique dans le domaine social, le maintien des personnes âgées à domicile plutôt qu'en hébergement, c'est une vraie politique. Quand on fait l'accompagnement global des bénéficiaires de RSA, c'est une vraie politique. Quand on fait les itinéraires de musique et d'histoire, nous, sur notre département, c'est une politique culturelle. Quand j'ai fait un cluster sur les maladies nosocomiales et l'expérimentation, je finis dans les collèges, pas dans les collèges, mais dans les structures de la petite enfance où les établissements pour personnes âgées pour rompre la chaîne des maladies nosocomiales, faire qu'il y ait moins d'infections, et on est en plein dedans, et de transmission de ces infections, c'est une politique qui a été menée parce qu'il y a véritablement un chemin que l'on souhaite faire prendre à ceux qui sont partenaires dans le cadre de nos responsabilités. Alors c'est une bonne question, mais est-ce que c'est de l'administration? Mais non, c'est pas de l'administration, c'est une politique. Derrière, il y a l'administration, il y a la loi, répartition des compétences, et puis l'administration où ce sont des collaborateurs qui se mettent à disposition de la politique que l'on a menée. Et c'est très important, mener un département par des élus de droite, c'est pas forcément la même chose qu'un département mené par des élus de gauche. Preuve en est, il y a des départements qui ont des dépenses de fonctionnement de plus basses. Le département de la Marne, c'est le plus bas, et des départements qui ont des dépenses de fonctionnement beaucoup plus élevées. Mais René-Paul Savary, je reviens sur un dossier comme Vatry qui a beaucoup été discuté. Est-ce que c'est pas à cause de projets comme ceux-là qu'on s'est dit que finalement il fallait plus que les décisions financières trop importantes se prennent au niveau des départements? C'est des décisions dogmatiques. Un coup, on a dit les collectivités gardent la clause de compétence. Un coup, ils gardent pas la clause de compétence. On a voulu essayer d'éclaircir, réduire le nombre de collectivités,
Total, il y en a toujours plus. Mais tout ça, c'est la partie visible de l'iceberg. La partie intéressante, c'est de faire en sorte de se servir les outils qui sont à notre disposition pour mener la politique que l'on souhaite. Vous prenez Vatry, c'est amorti Vatry. Pour moi, c'est pas un problème. Les emprunts sont remboursés, etc. Ce qui est intéressant, c'est le développement. Et dans le contexte international, on voit bien. Bien sûr, elle participe au développement. D'ailleurs, c'est maintenant sa mission, le développement économique. Donc, c'est à la région de prendre la main dans cette affaire-là. Moi, je suis tout à fait intéressé par ça. Mais ce qui est important, c'est que vous avez un outil de développement. Celui qui a rien, il ne se passe rien. Et celui qui a des outils, peut-être qu'il se passera quelque chose. Donc, il ne faut jamais rien regretter dans ce sens-là. Alors Olivier Dupeur, on n'est pas surpris. Nos présidents de département défendent leur institution, forcément. Qu'en pensent les politiques? Où est-ce qu'on en est dans la réforme? Est-ce que quand même la disparition des départements est prévue ou pas? Non, elle n'est pas prévue. Ce qui rend peut-être la question complexe, on le voit aujourd'hui en France, c'est que d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, aujourd'hui la question ne se pose pas dans les mêmes termes. Là où il y a émergence de métropoles, la loi d'ailleurs impose aux départements de transférer aux métropoles, mais aux véritables métropoles qui en ont le statut, un certain nombre de compétences. Et là où il y a métropole, il y a le territoire lyonnais qui le montre aujourd'hui avec une réduction du département du Rhône. Là où il y a des métropoles, on peut imaginer que les départements soient en question quant à leur avenir dans les années qui viennent. En revanche, la loi ne prévoit rien. Si on regarde les programmes, en revanche, je reviens à cette question de la représentativité. Les conseils départementaux sont administrés, gérés par des élus. La dernière réforme électorale a éloigné les élus départementaux des électeurs et le nouveau découpage cantonal a été discuté. Et il y a des réflexions. Si on prend le programme de François Fillon... Une affirmation inexacte, l'éloignement. Vous allez me l'expliquer. Comment c'est possible? Par un agrandissement du territoire. Et donc, il y a toujours 2 élus, il y a toujours le même nombre d'élus. Et donc, ça n'a pas éloigné du tout. Avec un découpage cantonal qui est radicalement différent de ce qui existait auparavant. Mais si on prend le programme de François Fillon, lui, il évoque un retour au conseiller territorial. Autrement dit, une meilleure articulation entre la région et le département. Pour d'autres... Conseiller territorial, c'est juste un conseiller unique pour les 2 instances, régional et départemental. Ce qui fait que c'est un élu de territoire et non pas à la proportionnelle. Et les territoires sont ainsi représentés à la région, d'où l'intérêt éventuellement d'un dispositif comme celui-là. Juste un point, le Grand Lyon, c'est l'exemple même. Je vous rappelle que maintenant, il y a le département de Lyon et puis le département du Rhône. Il y a 2 départements à la place d'un. Qu'est-ce qu'on a gagné? Enfin, la métropole de Lyon. Vous êtes tous les 2 sénateurs. Est-ce que, j'imagine, l'avenir des départements est discuté au sein du Sénat? Et quelle position défendez-vous, Philippe Adno? Alors d'abord, j'aime pas le terme que vous utilisez. Vous dites, vous êtes le défenseur, comme si on était accusé et en train de se défendre. Moi, fragilisé, en tout cas, l'institution départementale mais était fragilisée. On a perdu quoi? Les transports scolaires. Et donc, l'équipe qui s'en occupait, elle était au département, je l'ai transférée à la région. Dans le département de l'Aube, c'est déjà à l'œuvre, c'est la région qui le fait. Ça ne change rien en termes de dépenses, il n'y a pas d'économie, il y a juste une responsabilité. Je note, entre parenthèses, que les coups de téléphone continuent de m'arriver pour essayer de solutionner les différents problèmes quand ils se posent. Et je le fais très gentiment, mais ça me fait sourire parce qu'on voit bien. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Nous, on n'est pas en train de se défendre. On dit simplement, si on a une équation budgétaire qui nous interdit de faire, on ne pourra même pas faire les responsabilités qui nous ont été données, c'est-à-dire, par exemple, servir le RSA. J'en suis à 60 millions. En peu de temps, j'ai eu 20 millions d'euros d'augmentation. Si je n'ai plus de ressources financières, la question sera posée de l'existence. Mais qui le fera? Exactement. Et où trouvera-t-on l'argent? Voilà. Donc c'est pas ça la question. La question, c'est institutionnellement, il y a des gens, oui, qui veulent... Moi, je ne suis pas d'accord avec mon collègue, on n'est pas d'accord sur le sujet. Moi, j'ai combattu le conseiller territorial de la même façon que j'ai combattu la manière dont la gauche a voulu organiser les choses. Je pense qu'on n'a rien économisé, on a provoqué des augmentations de dépenses, et donc ça ne solutionne rien. L'important, c'est qu'on puisse prendre des initiatives et qu'on puisse porter des politiques, ça a été très bien dit par mon collègue, pour réaliser des choses. Et comme vous l'avez dit, monsieur, chaque département avait ses priorités parce que les problèmes de chaque département n'étaient pas les mêmes. Moi, j'avais un grand problème de reconversion du textile. C'est la raison pour laquelle on s'est posé la question comment fait-on?
Et pourquoi on a développé l'enseignement supérieur et la recherche pour essayer de diversifier et créer des start-up et créer des entreprises nouvelles. La loi ne m'autorise plus à le faire, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à le faire. René-Paul Savary. Oui, tout à fait. Si nous avions fait Vatry, c'est parce que exactement en symétrie de ce que dit Philippe Adno, nous avions un problème dans la partie centrale de développement, dans la partie centrale du département où il fallait faire un effort tout à fait particulier pour ce secteur-là. Moi, ce que je note, c'est qu'aucune collectivité n'a pris cette compétence sociale. C'est une compétence, c'est un métier, le social. C'est pas de l'assistanat social, c'est de l'emploi et de l'innovation. Et pour avoir une réponse moderne, des services du 21e siècle pour nos personnes en difficulté, qu'elles soient âgées, en zone d'insertion de l'enfance ou handicapées, il faut un savoir-faire. Et ce serait dommage que ce savoir-faire, acquis au fil du temps par les départements, soit remis en cause. Donc, véritablement, cette insufflation d'une politique au niveau de la solidarité des hommes reste le bras armé des départements, et de même qu'il nous faut faire en sorte que chaque territoire puisse se développer. Les inégalités avec les métropoles se sont développées. Les inégalités se développent où? Dans les zones très concentrées et dans les zones périphériques. Le département aura sa place tant que ces inégalités ne seront pas réglées. Alors moi, je veux bien que vous ne soyez pas inquiets sur votre avenir, mais le 8 mars prochain, l'Association des départements de France va rencontrer les candidats à la présidentielle pour connaître leurs propositions. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des interrogations sur le devenir des départements. Ça veut dire que c'est normal d'essayer de savoir qu'est-ce que les candidats ont dans leur tiroir. Ça me paraît légitime que tout le monde s'intéresse à savoir, au fait, c'est quoi votre programme, comment vous comptez vous y prendre. On a un problème de financement, je viens de l'évoquer, du social. Vous avez prévu de faire comment? Est-ce que vous allez partir sur le reste à charge ou est-ce que vous allez faire des financements qui ne vont pas tenir compte de la réalité de la situation? Voilà, ce sont des questions tout à fait légitimes. Et on n'ignore pas qu'il y a des candidats qui sont pour la suppression des départements, comme il y a des candidats qui sont pour leur maintien absolu et même leur renforcement. Vous êtes sénateurs tous les deux présidents de département, vous êtes pour ou contre le cumul des mandats? Ouais, je vous rappelle simplement qu'on peut cumuler les deux mandats au jour d'aujourd'hui, que moi qui suis président du département de la Marne, quand vous regardez l'association des consommateurs, nous avons 20 sur 20 sur la gestion, ça veut dire que quelque part il n'est pas si mal géré que ça. Et quand vous regardez la courbe de l'efficacité et de la présence des sénateurs, je suis dans le top 10 des sénateurs. Alors ça montre bien qu'on peut gérer les deux. Mais un point également, il n'y a pas cumul des indemnités. Je reviens avec défense, c'est au Sénat qu'on défend le mieux le département? Vous voyez, vous réutilisez la formule. Oui, je fais exprès. Vous avez un tropisme particulier. Votre idée, c'est que nous sommes menacés. L'idée, c'est qu'on s'interroge. Et donc, c'est une manière de présenter. Oui, je pense que c'est au Sénat qu'on défend mieux les collectivités, l'ensemble des collectivités. Parce que c'est normal, le Sénat est issu, et c'est dans sa mission officielle, nous sommes la Chambre qui représente les collectivités. Donc c'est normal, mais moi je voudrais que vous arrêtiez de poser le problème comme ça et que vous vous intéressiez plutôt à nos projets. Qu'est-ce qu'on a à faire? Est-ce qu'on va être embêté pour faire telle ou telle chose alors que ce serait nécessaire pour notre avenir? Par exemple, dans l'Aube, on avait une forte présence dans le domaine économique. Tous les départements n'avaient pas une forte présence. Nous avons sauvé des entreprises. Et nous allons voir justement si, à l'issue des élections présidentielles, les départements auront leur pouvoir renforcé, car c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir participé. Merci Olivier Duperron d'avoir apporté votre expertise. Vous pouvez retrouver cette émission sur France 3 champagnardennes.fr et bon dimanche à tous.